Un jeu de pêche en apparence adorable, mais des créatures terrifiantes se cachent sous la mer. Un simple jeu de tir à l'apparence parfaitement normale, mais qui se passe dans des lieux absolument gigantesques. Un jeu de combat à l'épée à l'apparence tout à fait ordinaire, mais vos adversaires ne sont pas toujours des êtres humains. Ces trois jeux partagent quelque chose en commun, la mégalophobie, la peur de l'immense. Bien qu'ils comptent parmi les jeux les plus terrifiants auxquels j'ai jamais joué, aucun d'eux n'est classé dans la catégorie des jeux d'horreur. Pourtant, ils vous montrent des lieux, des créatures et des réalités qui dépassent totalement l'entendement humain. Dans Metal Garden, vous incarnez un vagabond. Depuis toujours, vous errez à travers des paysages immenses d'une méga structure. Ici, le ciel n'est qu'un plafond métallique, et depuis l'endroit où vous vous trouvez, il est impossible d'apercevoir les murs qui le soutiennent. Après avoir affronté quelques ennemis, vous tombez sur un groupe d'hommes-chats, ou plutôt du moins devrais-je dire, sur leurs cadavres. Vous découvrez leur roi, gravement blessé, et commencez à le soigner. Il vous raconte qu'une rumeur circule. Une sortie de la structure aurait été découverte. Cette ouverture aurait été mise à jour lorsque les membres du CSMG, une organisation politique locale, construisaient un barrage. Une véritable sortie, un passage vers l'extérieur. Depuis des millénaires, les civilisations enfermées dans cette structure cherchent désespérément un moyen de s'échapper. Une porte qui mènerait enfin au légendaire champ céleste dont parlent les anciennes histoires. Avant que leur expédition ne soit attaquée, ils pensaient avoir enfin trouvé ce passage. Cette quête qui était la leur devient alors la vôtre. En poursuivant votre voyage, vous découvrez un nouvel indice révélant l'immensité de cette construction. Un vieux journal explique que la mégastructure est divisée en plusieurs strates, plusieurs niveaux superposés. Le CSMG, l'organisation dont on a parlé juste avant, ne contrôle que celui dans lequel vous vous trouvez. Alors, combien peut-il en exister d'autres? Ça, il est impossible à savoir. Vous continuez d'avancer et découvrez une architecture toujours plus incompréhensible. Des gouffres qui semblent plonger à l'infini, des échangeurs routiers gigantesques, des routes sans fin, des centaines de voitures abandonnées. Petit à petit, vous comprenez également que cette structure est incroyablement ancienne. Lors de ma première partie, j'avais complètement raté un détail. Dans une certaine zone du dôme, si vous balayez les feuilles qui recouvrent le sol, vous découvrez un trou. En vous y laissant tomber, vous arrivez dans d'immenses ruines souterraines, manifestement très anciennes. Vous trouvez alors un journal. Celui-ci dit « Leur écriture pictographique est sans équivoque. Ces ruines appartiennent forcément au peuple de Vilamir. La légende la plus célèbre raconte qu'il y a très longtemps, ils tentèrent de construire une tour afin d'atteindre le plafond même du monde. Les habitants de cette structure cherchent donc une sortie depuis des temps immémoriaux. Cette révélation donne un tout autre sens à votre voyage. Vous ne poursuivez plus seulement votre propre rêve. Vous portez désormais celui de centaines de générations qui, avant vous, ont espéré découvrir ce qu'il existe au-delà de cette mystérieuse porte. Finalement, vous atteignez le barrage, celui-là même dont les ouvriers auraient découvert la sortie. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû mettre le jeu en pause. Ce barrage m'a littéralement fait dire « Mon Dieu » à voix haute. Jusqu'ici, le jeu nous avait déjà montré des gouffres terrifiants. Des bâtiments gigantesques, des routes interminables, mais pour une raison que je n'arrive toujours pas à expliquer, ce barrage est infiniment plus terrifiant. D'abord parce qu'il est colossal. Sa taille est tellement absurde qu'aucun angle de caméra ne parvient réellement à le transmettre. Le brouillard en cache une partie, ce qui ne fait que renforcer son immensité. Mais surtout, ce barrage semble contre nature. On dirait qu'il fait partie intégrante de la mégastructure. Comme si, au même titre que le plafond métallique, il avait toujours existé. Il paraît presque naturel. Une montagne, une planète, quelque chose qui défie complètement les lois de l'architecture. On a davantage l'impression qu'il a été découvert plutôt que construit. À partir de ce moment-là, le jeu prend une tournure beaucoup plus inquiétante. En poursuivant votre exploration,
vous tombez sur ce qui ressemble à un contrat passé entre le CSMG et une organisation appelée les RIA Secretorum. Le document explique qu'en échange de leur aide pour faire exploser la sortie récemment découverte, ils recevraient des provisions ainsi que la citoyenneté ou un passage vers une strate inférieure, celle d'où ils étaient originaires. Mais une phrase attire immédiatement l'attention. Aucun champ céleste ne nous attendait au-delà de la structure et aucun dieu n'est venu remplir nos ventres vides. Cette simple phrase change complètement notre compréhension du monde. Au début du jeu, le roi des hommes-chats évoquait déjà ces fameux champs célestes, un paradis situé au-delà des murs de la mégastructure. Cette croyance n'était donc pas un simple mythe local, elle existait déjà depuis des générations. Pendant des millénaires, des peuples entiers ont vécu avec l'espoir qu'un monde meilleur les attendait juste derrière cette porte. Et ce concept est étrangement familier. Dans notre propre histoire, il a toujours existé cette idée qu'il suffirait d'aller un peu plus loin pour trouver une vie meilleure. Aux États-Unis, par exemple, lorsque l'Est devenait trop difficile à vivre, beaucoup partaient vers l'Ouest. Ils cherchaient une terre promise, un endroit où recommencer, un lieu rempli d'espoir. En réalité, les sociétés ne fonctionnent pas seulement grâce à l'énergie, à la technologie ou au travail. Elles fonctionnent surtout grâce à une chose essentielle, l'espoir. L'espoir qu'un lendemain meilleur existe. Pour les habitants de cette mégastructure, cet espoir prenait la forme des champs célestes situés au-delà de leur prison de métal. Nous ignorons ce que les premiers explorateurs ont réellement découvert derrière cette porte. Mais une chose est certaine, ce qu'ils ont vu n'avait rien d'un paradis. Il n'y avait ni fleurs, ni abondance, et certainement rien qui puisse mettre fin à leur faim. Si cette découverte a suffi à briser un rêve transmis depuis des milliers de générations, alors je comprends pourquoi ils ont voulu condamner cette sortie. Peut-être valait-il mieux laisser les autres continuer à croire, l'ignorance entretenait l'espoir. Et cet espoir permettait encore à toute une civilisation de continuer à avancer dans les interminables catacombes de ce jardin métallique. À ce stade, une question s'impose. Devrait-on vraiment franchir cette porte ? Peut-être que ce qui se trouve derrière cette porte est simplement trop horrible pour être vu. Mais qu'il s'agisse de curiosité morbide ou simplement de ce besoin profondément humain d'explorer, notre protagoniste poursuit sa route. Après plusieurs combats et un affrontement contre un boss, vous découvrez une nouvelle zone et c'est là que le jeu vous assène un nouveau coup. Ce que vous voyez est probablement le dernier rempart de la mégastructure pour vous retenir prisonnier. Et il est en train de céder. Au loin, un immense pilier de soutien semble soudain s'effondrer. Pendant un instant, on pourrait presque croire qu'il a remarqué votre présence. Il disparaît lentement dans un gouffre rempli d'un brouillard blanc. J'attends 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et puis toujours rien. Aucun impact. Le pilier continue de tomber. Comme si le fond n'existait pas. Vous poursuivez votre descente, vous sautez de plateforme en plateforme. Puis, en entrant dans une immense salle antique, vous entendez enfin un bruit sourd. Un fracas colossal résonne depuis les profondeurs. Le pilier, celui qui s'était détaché plusieurs minutes auparavant, vient seulement de toucher le fond. Au départ, je pensais que le barrage avait été construit par les habitants. Les différents journaux semblaient aller dans ce sens. Mais après avoir observé cet abîme, après avoir attendu plus de 3 minutes avant d'entendre ce pilier s'écraser, je ne crois plus que ce soit possible. Parce que nous avons l'habitude de voir des bâtiments créés par des êtres humains. Dès qu'une structure paraît artificielle, notre cerveau fait automatiquement plusieurs suppositions. Quelqu'un l'a imaginée, quelqu'un l'a construite, quelqu'un disposait des ressources nécessaires. Et surtout, sa construction était possible. C'est précisément ce qui rend le barrage et cette salle gigantesque aussi terrifiants. Ils ressemblent à des œuvres humaines, mais tout, dans leur taille, leur logique et leurs proportions, nous pousse à croire que ce n'est pas le cas. Et si les humains ne les ont pas bâtis, alors qui l'a fait ? Et surtout,
Quelle créature pourrait avoir besoin d'un espace aussi gigantesque? C'est avec toutes ces questions en tête que l'on poursuit notre exploration. Au bout du chemin se trouve une immense salle informatique, une relique d'une civilisation disparue. Des machines gigantesques, à moitié ensevelies sous le poids des siècles. Vous remettez en marche ce qu'il reste de cette antique puissance de calcul. Puis, vous trouvez un terminal. À l'intérieur se trouve une intelligence artificielle. Une IA qui ne demande qu'une seule chose, mourir. Elle affirme fonctionner depuis 27 milliards 300 millions 500 000 heures. Plus de 3,1 millions d'années. À elle seule, cette information est vertigineuse. Elle signifie que cette mégastructure abrite des civilisations qui naissent, vivent et disparaissent depuis plus de 3 millions d'années. Des peuples entiers se sont succédés. Ils ont construit des royaumes, fondé des religions, déclaré des guerres, puis ils ont disparu. Tous ceux-là sans jamais quitter cette prison de métal. Alors vous continuez, parce qu'au fond, que pourriez-vous faire d'autre ? Vous atteignez enfin les tunnels de maintenance dont parlaient plusieurs journaux. Et au loin, vous l'apercevez. Une porte. La porte. Celle qui mène enfin à l'extérieur de la mégastructure. Vous hésitez un instant. Après tout ce que vous avez appris, après avoir découvert que ceux qui avaient vu l'extérieur avaient préféré condamner cette ouverture, allez-vous vraiment franchir le seuil ? Bien sûr que oui. Parce que c'est précisément ce que font les êtres humains. Nous voulons savoir. Même lorsque nous savons que la réponse risque de nous détruire, on veut savoir. Ainsi, accompagné des rêves de plus de 3 millions d'années d'humanité, des mères, des pères, des enfants, des soldats, des explorateurs, des rois, des reines, vous franchissez la porte. À ce moment-là, le jeu fait un parallèle avec un épisode historique fascinant. Lorsque le général romain Pompée le Grand prit Jérusalem, il voulut pénétrer dans le lieu le plus sacré du judaïsme, le Saint des Saints, une pièce cachée derrière un voile, un endroit où seul le grand prêtre pouvait entrer une seule fois par an, lors de Yom Kippour. Tous l'avertirent, entrer serait un sacrilège. Mais Pompée écarta le voile. Il s'attendait à découvrir des statues, des trésors. Il ne trouva rien. La pièce était vide. Dans Metal Garden, il se produit exactement la même chose. Vous franchissez la porte, les champs célestes n'existent pas. À leur place, une immense sphère flotte dans le vide. Au début, vous ne comprenez pas ce que vous regardez. Puis, une pensée glaçante vous traverse. Ce n'est pas une lune, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Vous êtes enfin sorti de la mégastructure. Et pourtant, vous vous sentez toujours prisonnier. Un peu plus loin, vous trouvez un nouveau journal. Il contient un schéma. On y voit cette planète en orbite autour d'un gigantesque pilier. Un pilier qui soutient quelque chose d'encore plus grand. Le texte qui accompagne l'image dit « Mégastructure H5, articentrique 7R16, type monde contrepoids ». Le document explique qu'un monde contrepoids est une mégastructure relativement petite, mais extrêmement dense, construite à l'intérieur d'une structure infiniment plus vaste. Son rôle est purement fonctionnel. Grâce à sa masse, elle stabilise gravitationnellement les planètes qui pourraient gêner l'expansion de la structure extérieure. Autrement dit, la mégastructure dans laquelle nous avons passé tout le jeu n'était qu'un simple mécanisme, une pièce parmi tant d'autres. Le rapport poursuit. Ces mondes contrepoids furent construits au tout début de l'expansion de cette civilisation. Des équipes de maintenance vivaient à l'intérieur afin d'assurer leur bon fonctionnement. Leurs habitants étaient même génétiquement sélectionnés pour accomplir cette tâche. Puis, lorsque la construction s'étendit bien au-delà de cette région de l'espace, ces équipes partirent. Le contact avec ces mondes fut perdu. Et plus personne ne sait aujourd'hui s'ils fonctionnent encore. Le journal se termine. Et c'est à cet instant
que Metal Garden révèle toute l'ampleur de son horreur. Dans les jeux où le joueur se sent insignifiant, où l'échelle démesurée de tout ce qui l'entoure lui donne l'impression d'être une simple fourmi et que son histoire est sans importance, il existe malgré tout une forme de réconciliation avec le monde qu'il habite. On ne se sent insignifiant que parce que le monde est immensément vaste, si vaste qu'il englobe tout. On peut regarder l'installation dans Halo et comprendre sa propre place face à son immensité. On comprend ce qui nous rend si petits. Et dans Metal Garden, cela reste vrai presque tout le jeu. Jusqu'à cette dernière révélation. Ce monde entier, cette immensité qui vous faisait sentir que votre vie n'avait aucune importance, ce plafond métallique que des civilisations tentent d'atteindre depuis des millions d'années, cette salle abyssale où un pilier a mis 3 minutes à atteindre le fond, ce barrage devant lequel vous êtes resté figé d'admiration tant il était colossal, toute cette mégastructure dont vous avez passé votre vie à essayer de vous échapper est elle aussi insignifiante par rapport à ce qui l'entoure que vous l'étiez à l'intérieur. Franchir cette porte était une erreur. Regarder derrière le voile vous a coûté votre santé mentale. Je pourrais parler de l'immensité presque inconcevable qui sépare la Terre de la ceinture de Kuiper. Je pourrais parler de ces millions d'années d'histoire, de toutes ces civilisations qui ont vécu dans ce pilier de la mégastructure et qui étaient si insignifiantes à son échelle que leur existence même a fini par être oubliée. Je pourrais parler de l'immense espoir que les habitants de la mégastructure plaçaient dans l'extérieur. De la manière dont la fausse promesse d'un monde meilleur au-delà de la structure a nourri les rêves de centaines de milliers de générations. Mais à la place, je vais parler des toutes dernières lignes du jeu, parce qu'elles résument mieux que n'importe quelle description ce qu'est réellement Metal Garden. Vous terminez le jeu en entrant dans un ascenseur voisin et en poursuivant votre exploration. Le jeu s'achève sur ces derniers mots. Devant vous, des millions de kilomètres de béton et d'acier s'étendent à perte de vue, éclipsant une immense sphère cramoisie. Alors que l'ascenseur poursuit lentement sa descente, vous commencez pour la première fois à entrevoir la véritable immensité de votre évasion. Enfin prêt à quitter l'ascenseur et à affronter un paysage toujours plus étrange, vous retrouvez pourtant le pas familier de votre errance nomade. La promesse gravée dans chaque kilomètre parcouru que c'est la quête elle-même qui est la réponse. Et le jeu se termine ainsi. C'est ainsi que se termine Metal Garden.